enchaîne donc sur cette deuxième partie de matinée avec un peu de retard. Euh, Nous allons auditionner plusieurs représentants d'associations de patients concernés soit par des pathologies ou des situations cliniques listées dans l'expérimentation, mais aussi plus largement concernés par euh, l'intérêt d'un usage à visée thérapeutique de préparation à base de cannabis. Nous accueillons, avec un peu de retard, je vous prie de m'en excuser, Monsieur Patrick Baudru, qui représente Épilepsie France, et qui va venir nous présenter ses commentaires, critiques concernant ce plan, cette première version du plan d'expérimentation que nous avons proposé. Nous vous écoutons. Bonjour à tous, merci déjà de me recevoir. Comment dire, j'ai lu le projet, comme je l'ai dit hier à la personne que j'ai eue au téléphone, j'ai été très agréablement surpris par sa teneur. Je l'ai fait lire à d'autres patients, et à des patients experts en particulier qui ont une expérience en années sur l'utilisation de cannabis thérapeutique et qui ont été vraiment surpris, vraiment comme quoi il y avait des bonnes choses, on était dans la bonne direction. Il y a quand même quelques remarques malgré tout, mais bon. Voilà, déjà le fait qu'on soit sur du cannabis à spectre complet et pas sur du dérivé purifié, c'est très bien parce que ça permettra de diversifier par rapport à ce qu'on a déjà en France avec le Marinol et l'Epidiolex, et puis un jour peut-être le Sativex. Voilà. Après, il y a sur les différentes teneurs, le fait qu'il y ait différentes teneurs, de différents ratios THC, CBD qui soient disponibles, c'est une très bonne chose aussi parce que tout le monde ne prend pas la même chose. Au Canada, pour l'épilepsie, ils n'utilisent que du 1,20, 1 THC, 20 CBD qui est retenu ici, mais il y en a d'autres qui peuvent être utiles pour certaines épilepsies rares. Il y en a certaines pour lesquelles c'est plus du THC qu'il faut que du CBD. C'est rare, mais ça existe aussi, c'est à prendre en compte. Voilà. Après, il y a quand même malgré tout quelques petites remarques. La définition des épilepsies qui pourraient rentrer dans l'expérience, il y a marqué certaines formes d'épilepsie sévère et pharmacorésistante. Là, par contre, du coup, il y a une petite imprécision parce qu'une épilepsie pharmacorésistante est sévère, de fait, quelle que soit la forme d'épilepsie, si on rejoint la définition de la Haute Autorité de Santé. Du coup, ça voudrait dire que potentiellement, cette expérience serait ouverte à toutes les formes d'épilepsie, sans exception, à partir du moment où le patient est pharmacorésistant. Or, il y a certaines formes d'épilepsie sur lesquelles on manque d'infos, on manque de données réellement sérieuses. On a des retours d'expérience, mais d'expérience personnelle. Une expérience personnelle n'est pas une validation scientifique. Donc je ne sais pas comment vous vous situez à ce niveau-là. Je sais que par exemple une forme d'épilepsie sur laquelle on a très peu de données formelles, c'est les épilepsies absence. Alors il y a des tests là-dessus qui sont en cours au Canada, quand ils ont commencé l'année dernière, mais peut-être que je ne sais pas si vous voudrez vous tester sur les épilepsies en absence en France ou attendre ces retours d'expérience faits par des médecins, des hôpitaux. C'est à Sainte-Justine que c'est fait au Canada. Voilà. Après, ce sera à définir là un petit peu dans votre cadre. Est-ce que vous voudrez le donner plus à des épilepsies? Parce que actuellement, ce qui a été retenu pour l'Epidiolex, c'est le Lennox-Gastaut et le Dravet. Est-ce que quand vous dites épilepsie sévère pharmacorésistante, vous parlez justement de ces syndromes lourds, graves et d'autres, pas forcément que cela, hein, ou alors est-ce que c'est vraiment toutes les formes d'épilepsie? À titre personnel, je suis plus favorable à ce qu'on teste potentiellement sur toutes les formes d'épilepsie pharmacorésistante. Quelqu'un qui a déjà essayé 5-6 traitements ou cocktails de traitements qui est dans l'échec absolu, étant donné qu'on sait que c'est des traitements qui ne sont pas addictifs, qui ont des effets secondaires qui au final sont assez similaires à ce qu'on peut trouver dans les traitements, voire même moins que certains autres traitements. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de pub, mais il y a quand même dans l'épilepsie quelques traitements qui sont... voilà, on a du mal à se lever le matin, hein, et on est content de se coucher le soir. Voilà. Donc après, il y a plusieurs points. Là, on parle beaucoup de cannabis. C'est vrai que du coup, il y a beaucoup de gens qui entendent parler de cannabis et donc qui essaient de pousser d'autres agendas, comme diraient les Américains, sur le cannabis récréatif. Donc l'opportunité de parler de cannabis, je ne sais pas si on ne devrait pas parler plus de cannabinoïdes, dérivés de cannabinoïdes, ou carrément parler des molécules, hein, THC, CBD, mais en gardant peut-être dans ces cas-là une définition qui sera suffisamment souple
quand il y aura d'autres molécules cannabinoïdes qui vont arriver, parce qu'il y en a d'autres qui sont en test en Israël, au Canada, aux États-Unis. Enfin, voilà, donc c'est rester un petit peu vague tout en faisant bien comprendre qu'on n'est pas dans le sens drogue au sens français du terme. On n'est pas dans un truc récréatif, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour soigner des gens qui aimeraient avoir la vie la plus normale possible. Il y a quand même aussi une autre chose, c'est que l'épilepsie, c'est une maladie qui est un peu traître, qui s'accompagne souvent de plein de petits amis. Il y a pas mal de pathologies associées, psychiatriques, autisme, de troubles d'hyperactivité ou autres, sur lesquels les effets des cannabinoïdes sont pas forcément très documentés, voire même quand c'est documenté pour certains, c'est pas forcément très positif. Pour certains, il y a du positif, mais du coup, est-ce que dans l'expérimentation, est-ce qu'il ne faudra pas se contenter de gens dont on sait qu'ils n'ont entre guillemets que l'épilepsie? C'est-à-dire, c'est peut-être pour savoir où on va dans l'épilepsie à l'issue de cette expérimentation, quitte à l'ouvrir après, une fois l'expérimentation faite, à des formes sur lesquelles il y a des pathologies associées. Parce que après, ça va être difficile de quantifier les progrès ou les régressions chez certains patients s'il y a plusieurs pathologies qui interagissent déjà à la base. Donc ça, c'est à voir. Ça, typiquement, des gens qui souffrent d'autisme, leur donner des dérivés cannabinoïdes, je ne suis pas sûr que ce soit forcément l'objectif dans un premier temps. Or, c'est quand même une bonne partie des épileptiques, pas la majorité, mais quand même une proportion très importante. Il y a aussi une autre chose, étant donné que c'est une expérimentation qui va servir vraiment de base, et qu'après tous les médecins, tous les patients vont bien regarder ce qui se passe, il faudra bien être clair sur les patients qui vont rentrer dans cette expérimentation, écarter d'office tout patient dont on n'est pas sûr qu'il ne va pas prendre autre chose. Voilà, c'est quelqu'un qui arrive en consultation avec les yeux rouges parce qu'il a fumé quelque chose, lui il ne peut pas rentrer dans l'expérimentation, parce que si l'expérimentation rend des résultats négatifs parce que les résultats ont été faussés par des patients qui n'ont pas été sérieux, voilà, ou alors si on fait rentrer dans l'expérimentation des gens qui en prennent déjà, qui en font venir de l'étranger, Canada, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Espagne, voilà. Dans ces cas-là, il faut bien leur faire comprendre que c'est à la place de ce qu'ils prennent déjà. Et ça, c'est un dernier point que je voudrais relever, c'est effectivement, il y a quand même beaucoup de patients experts, voire même très experts sur le domaine, qui n'ont pas préféré venir témoigner à titre personnel devant vous, parce que pour le moment, la législation est un peu floue. On va dire, mais ces gens-là, effectivement, ça peut être des appuis vraiment très importants pour tous les médecins, pour la NSM, pour la Haute Autorité de Santé, enfin pour tous ceux qui seront amenés à se prononcer sur comment ça se passera d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens vraiment qui ont atteint des niveaux de compétences. C'est vraiment même bluffant quand on discute avec eux. Ils ont même des connaissances sur la recherche actuelle, sur ce qui se passe dans les labos. Ils sont capables de citer les effets de 5-6 molécules différentes, leurs interactions les unes avec les autres. Voilà. Après, bon, j'ai vu qu'il y aura un module d'e-learning qui sera disponible pour les médecins. C'est très bien, donc il faudra bien que les médecins comprennent que si on fait rentrer du cannabis, potentiellement il y a un impact immédiat sur le traitement existant. Quelqu'un qui prendrait du valproate, il faut diminuer le valproate, de la même manière que si on fait rentrer du lamictal, on diminue le valproate. Enfin voilà, les interactions sont à prendre en compte, il faut qu'elles soient connues tout de suite d'entrée. Et pourquoi pas cet e-learning, pourquoi pas le rendre aussi accessible aux patients? Je ne sais pas si ça c'est possible, je sais pas si selon sa teneur. Alors après peut-être qu'il serait scientifiquement d'un niveau trop élevé et que vous craignez que les patients fassent des fausses déductions. Donc peut-être que dans ces cas-là, il y aura peut-être un module d'e-learning plus réduit, plus simplifié, qui pourrait être accessible aux patients grand public. Enfin, ça c'est à voir, c'est des choses qui peuvent être intéressantes parce que les patients sont en demande d'informations, sont maintenant très conscients qu'on sur Internet on trouve tout et n'importe quoi, du très bon et du très mauvais. S'il y a quelque chose qui est un peu labellisé à NSM, voilà, ça leur donnera, ça donne une source. Ça permettra de passer outre les blogs, les retours d'expérience d'un patient, enfin voilà, d'avoir des choses un peu sérieuses.
Voilà. Et après, au niveau du type de patient qui peut être recruté, on a malheureusement en France pas assez de centres dédiés à l'épilepsie par rapport au nombre de patients, mais on en a quand même un certain nombre, et qui sont équipés de neurologues, qui ont des neurologues, qui sont équipés de matériel diagnostique, d'électroencéphalogramme, voilà. Et faire rentrer ces centres, que ce soit des centres éducatifs, des centres médicaux, que ce soit la TEP, Toulaouat, Mortagne-au-Perche, Castelnouvelle ou autres, c'est des gens qui sont, les patients sont internes, là, au moins une bonne partie de la semaine. Donc ils sont suivis au jour le jour. S'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit, on peut faire passer un EEG quasiment immédiatement. Enfin, pour faire une expérimentation sur l'épilepsie, on est au top avec ce type de centre. Et donc ça peut être aussi pourquoi pas prendre contact avec ces centres et leur proposer de rentrer, de participer eux à ces recherches, parce que je sais que certains de ces centres participent déjà à certains types de recherches, pas forcément médicamenteux. La TEP, par exemple, va tester des appareils de détection de crise d'épilepsie. Donc vous voyez qu'ils ont quand même une certaine appétence à la recherche, à la compréhension, à l'avenir de la prise en charge. Donc pourquoi pas leur proposer. Voilà. Merci beaucoup pour cet argumentaire très développé, très technique, très précis. Gilles Edan, un premier neurologue équipé, vous répond. Oui. Non, je vois que merci en tout cas pour votre présentation et la maturité que vous avez sur cette question, hein, et la conscience claire de la complexité, en particulier pour les épilepsies, du fait que c'est pas simplement un médicament, c'est aussi des interférences avec tous les autres médicaments antiépileptiques. Et une crise, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement sensible, peut-être plus sensible encore pour cette indication-là. Et je voulais vous demander, parce qu'il existe quand même en France, peut-être une vingtaine d'endroits où ils ont une très grosse expérience aux épilepsies pharmacorésistantes, hein, en particulier tous ces centres qui sont équipés pour des enregistrements en vision de la chirurgie d'épilepsie. Hein. Donc, ils ont une très grosse consultation de ces épilepsies difficiles, rebelles au traitement, pour lequel se pose l'indication potentielle d'une chirurgie, mais malheureusement tous ne peuvent pas avoir accès à... Et peut-être que on pourrait imaginer que dans un premier temps, ces centres-là jouent un rôle particulier, hein, parce qu'ils ont l'acuité de toute la complexité de la problématique, et qu'on a, là dans notre discussion, on a à cœur, au moins pour une première période, hein, pour justement voir où sont les petits drapeaux rouges, de pouvoir avoir le maximum d'informations, hein, sur tout ce qui entoure l'épilepsie. D'abord, il faut que ce soit jugé comme effectivement sévère et pharmacorésistant par des gens dont c'est l'expertise d'être confrontés à cette épilepsie-là et qui en connaissent toute la pharmacopée disponible, et puis qui savent aussi les conséquences et qui vivent ça au quotidien de tout ce qui interfère, de tous les facteurs confondants et de toutes les pathologies associées, puisque l'épilepsie, c'est un symptôme, c'est un syndrome, c'est pas une maladie, hein, enfin, ça recouvre un ensemble pathologique extrêmement divers et riche, hein, et donc pour lequel il faudra avoir si on veut une expérimentation d'un bon niveau et pouvoir l'appréhender là, il faut peut-être que dans un premier temps ce soit confié à des centres qui ont une expertise reconnue vraiment importante, qui sont des centres qui sont confrontés en permanence, hein, aux épilepsies pharmacorésistantes. Est-ce que cette vision-là vous paraît entendable ? Je la partage totalement. De manière, pour moi, l'épilepsie devrait être gérée de prime abord uniquement en neurologie et en neurologie spécialisée, épileptologie si nécessaire, parce que c'est une maladie qui est quand même très complexe. Il y a énormément de médicaments disponibles sur le marché avec des effets quand même très variés qui sont pas spécifiques qui sont parfois spécifiques à certaines épilepsies et pas à d'autres. Le niveau de connaissance d'un médecin généraliste sur l'épilepsie est trop faible pour qu'on puisse lui confier la prise en charge d'un épileptique pharmacorésistant, voire même d'un épileptique tout court. Le renouvellement d'ordonnance, c'est une chose. Par exemple, quand quelqu'un est épileptique depuis 20 ans, son épilepsie est connue, on a un peu tout essayé, il a un traitement qui est entre guillemets stabilisé, même si lui il n'est pas parfaitement. Mais on sait que quel que soit le rendez-vous, ça ne changera rien au traitement, il n'y aura pas d'évolution.
il n'y a pas forcément besoin qu'ils voient un épileptologue, celui-là. Mais des gens qui sont pharmacorésistants avec des épilepsies qui parfois lourdes, sont handicapantes, parfois sont connues depuis peu de temps, s'ils sont jeunes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des évolutions liées à différentes, à la croissance. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de critères qui me font dire effectivement que tout à fait, là, c'est uniquement les centres de référence de l'épilepsie en France qui doivent participer à cette expérience. C'est pas le médecin du coin, et je serais même limite à dire c'est uniquement les neurologues épileptologues. Les neurologues qui ne sont pas épileptologues vont peut-être pas trouver ça sympa de ma part, mais voilà, pour soigner des crises classiques, enfin les quelques formes d'épilepsie qui représentent 80% des épileptiques, ils peuvent suffire, mais quand il commence à y avoir des complexités, quand il commence à y avoir des effets secondaires rares qui rentrent en ligne de compte, enfin voilà, quand il y a peut-être une composante génétique qui est à rechercher ou autre, non, là on va pas, on va voir le bon Dieu, on va pas voir ses seins. Voilà, donc là effectivement dans ces cas-là c'est les quelques centres français. Mais de toute façon, ça, d'un point de vue plus général, c'est pas uniquement sur ce sujet. Nous, on aimerait que Épilepsie France, ça fait partie de nos demandes, que chaque zone géographique française ait un centre de référence qui desserve sa connaissance auprès des médecins de sa région. Et voilà, en région parisienne, ce sera la Pitié-Salpêtrière, Sainte-Anne, le Kremlin-Bicêtre pour les adultes. Enfin, à Marseille, ce sera Timone. À Strasbourg, ce sera Haute-Pierre. Enfin bref, je vous les donne pas tous par cœur, mais voilà, vous les connaissez. C'est ceux-là qui doivent rentrer. Mais comme quand on fait des tests sur d'autres médicaments, actuellement, il y a des tests sur le Paxévonil qui n'est pas encore sur le marché, puisqu'il est en phase de test. C'est pas le neurologue classique, lambda, qui fait ces tests c'est les épileptologues bien connus de l'ILAE, de la Ligue française contre l'épilepsie. Enfin, c'est ces gens-là qui participent au travail. C'est eux. C'est eux qui doivent vraiment donner le là, en espérant qu'ils vont être moteurs. Enfin, moi, j'en connais qui veulent être moteurs là-dessus. Je les connais pas tous, ceux de la Ligue, mais voilà. Vous pouvez considérer tout de même que une fois que ces hyper spécialistes, sur-spécialistes, neurologues de l'épilepsie, on va dire, aient pu instaurer, par exemple, ces nouvelles thérapeutiques, vous restez d'accord sur la possibilité d'un relais auprès ensuite du médecin traitant? Tout à fait, oui. Une fois que le traitement est stabilisé, et surtout s'il marche, dans ces cas-là, on n'a pas besoin de retourner voir des neurologues qui sont complètement sous l'eau en termes d'emploi du temps. On n'a pas besoin de prendre rendez-vous tous les 3 mois pour faire une ordonnance. Alors après, je ne sais pas quel type d'ordonnance vous allez faire. Sur effectivement celui qui est en 20 THC, un CBD, je pense que ça risque des ordonnances sécurisées. Je ne sais pas si pour ceux sur lesquels le CBD est beaucoup plus présent que le THC, si ce sera des ordonnances sécurisées ou pas. Là, du coup, il y a Le cannabis reste un stupéfiant, donc quelle que soit la composition. Donc ce sera l'ordonnance sécurisée. Probablement, mais bon. Mais ça, du coup, ça fait peut-être l'objet d'autres discussions sur la mise en place ensuite. Oui, non, ça c'est du après coup de toute façon. Mais voilà, effectivement, quand on en sera arrivé au stade des renouvellements d'ordonnances, des gens pour lesquels on aura stabilisé, modifié le traitement existant, on aura bien avancé. Ouais. Là, on pourra se poser la question de faire les renouvellements par le médecin traitant, pour ceux qui en ont. Il faut quand même rappeler qu'il y a 9 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Donc il ne faut pas forcément se cantonner au médecin traitant. Mais voilà, disons que pas réserver ça une fois que l'expérience sera finie et que l'expérience individuelle sera finie, c'est-à-dire que même au-delà de l'expérience là que vous envisagez, quand un patient commencera ce traitement dans 2 ans, 3 ans, pour lui c'est une expérience. Donc une fois qu'on aura fait cette expérience sur ce patient, qu'on saura ce qu'il en est pour lui, effectivement on peut envisager des renouvellements par n'importe quel médecin. Merci Catherine Sébir. Oui, moi je retiens ce que vous avez dit au sujet de l'information du patient, même du e-learning patient. Je trouve que c'est intéressant parce que là on n'est même pas dans la simple information, mais bien dans la formation du patient. Et je trouve que c'est très intéressant, le patient ou éventuellement son accompagnant, s'il n'est pas en état peut-être de suivre la formation. Je trouve que ça c'est particulièrement intéressant et que c'est à creuser. C'est pas le seul moyen, mais c'est un bon moyen qui permet en plus peut-être d'uniformiser, partager les connaissances communes. Je trouve que c'est très
très bien. Bah, ça peut rentrer dans certains cadres de TP, effectivement, une forme de Ça peut TP être adaptée formalisé, à cela. Le TP est en train de repartir quasiment de zéro dans l'épilepsie, parce qu'elle n'a pas marché au moment où ça avait été créé. C'est peut-être l'occasion, effectivement, de mettre un petit module pour les patients qui vont être concernés. Tout à fait, c'est la montée en expertise de façon de la compréhension de sa pathologie par les patients dans l'épilepsie, étant donné que c'est une maladie qui touche la totalité de la sphère familiale, amicale, sociale, professionnelle et tous les aspects de la vie, est essentiel de toute façon. Ça va très au-delà du cannabis. Là, ça pourrait même être un prérequis à l'inclusion d'un patient, je pense que... Bah oui, effectivement, s'il est sensibilisé au fait qu'il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi, qu'il peut y avoir d'autres choses qui interagissent que les traitements antiépileptiques qui vont fausser les chiffres, et qu'un patient qui ferait que les chiffres soient artificiellement mauvais parce qu'il a fait n'importe quoi, il a des impacts sur potentiellement des dizaines ou des centaines de milliers de patients derrière. Donc dans un premier temps, il va falloir être sûr du sérieux des patients qui vont rentrer là-dedans. Béchir Jaraya et puis Yvan Krakowski. Oui, en fait, vous avez rebondi là-dessus. C'est de l'ETP finalement, en fait. C'est de l'éducation thérapeutique. Et c'est vrai que dans les maladies chroniques comme l'épilepsie, il y a déjà des développements assez importants dans ce domaine. Alors, est-ce qu'il faut créer des ETP spécifiques au cannabis à visée thérapeutique, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux partir d'une ETP bien structurée comme en épilepsie pour ajouter des modules particuliers? Ce sera plus rapide de faire des modules spécifiques, parce que le TP dans l'épilepsie, on en est encore au balbutiement à beaucoup d'endroits. Il y a très très peu de TP organisés en France et qui touchent tellement peu de patients que par rapport au nombre de patients global qui seraient concernés, que c'est pas, voilà, on peut pas dire que l'intégrer dans les modules de TP globaux suffira, ce sera suffisant comme malheureusement. Yvan Krakowski. Oui, merci beaucoup. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'épilepsie parce que je suis oncologue médical, donc excusez-moi de mes questions. Votre association regroupe la plupart des patients qui sont atteints d'épilepsie, ou il y a une proportion de patients qui sont plutôt ceux qui ont des épilepsies complexes? Alors, dans l'épilepsie, dans le champ de l'épilepsie, il y a quand même plusieurs associations. Nous, on touche toutes les épilepsies, on se veut généraliste, donc de l'épilepsie la plus sévère jusqu'aux épilepsies les plus lambda. Enfin lambda, ça reste de l'épilepsie, hein, c'est pas un rhume. Mais après, il y a d'autres partenaires qu'on a et qui, effectivement, eux, se sont plus spécialisés dans les épilepsies sévères ou sur du syndromique. Enfin, voilà, il y a l'Alliance Syndrome Dravet, par exemple. Ils ont forcément une forte expertise sur tout ce qui a trait à leur syndrome. Mais après, si vous leur parlez d'épilepsie uniquement absence ou épilepsie myoclonique, voilà, peut-être qu'ils seront moins forts. Mais voilà, après, de toute manière, on ne travaille pas seul. Moi, j'arrive avec mon étiquette Épilepsie France, mais ces associations, on travaille avec eux, on échange avec eux. Enfin, quand il y a eu l'Epidiolex qui est arrivé sur le marché, on a eu une réunion avec la NSM, ils étaient là aussi. D'ailleurs, je vais les retrouver juste après à la Haute Autorité de Santé, juste après en partant d'ici. Donc, mais on essaie de toucher tous les patients. Après, c'est difficile de toucher tous les patients, sachant que dans l'épilepsie, il y en a 15% qui sont en centre, qui sont en handicap lourd, donc en centre, eux, ils sont plus difficiles à toucher. Enfin voilà, l'épilepsie est une maladie quand même très 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 complexe, sur lesquelles il y a beaucoup d'intervenants. Il y a combien d'associations? Alors, au niveau national, il y a deux gros. Il y a Épilepsie France et l'EFAP, qui est spécialisée dans les épilepsies sévères. C'est la fédération, qui est une fédération d'associations. Et autrement, il y a plein d'associations qui peuvent être locales. Il y a aussi beaucoup d'associations qui ont été faites par des parents ou par des groupes de parents pour arriver à avoir des financements. Parce que parfois, pour certaines pathologies, il y a peu de choses qui sont prises en charge et ça peut revenir très très cher pour certains patients. Donc, ils font des associations pour pouvoir recevoir des dons. Enfin, voilà. Donc, le nombre d'associations qui sont dans l'épilepsie, le nombre d'associations qui ont une vision globale de l'épilepsie, là, en dehors de l'EFAP et Épilepsie France, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques autres, après, désolé pour ceux que j'oublie, mais qui ne seront pas nationales pour les autres, qui peuvent englober une région ou autre. En nombre de patients?
En nombre de patients, l'épilepsie, selon les évaluations, on varie de 600 000 à 800 000, sachant que on est sûrement sur un entre-deux, mais après, tout le monde n'est pas pharmacorésistant, tout le monde n'a pas besoin de traitement. Il y a des patients qui ont juste besoin d'un suivi, parce qu'ils ont été guéris, ou alors parce que l'épilepsie s'est arrêtée, il y a juste un suivi pour vérifier où ils en sont. Donc l'épilepsie, ça va de la personne qui n'a plus de conscience, plus d'autonomie, jusqu'à la personne qui a fait toutes ses études. Moi je suis patient. J'ai fait toutes mes études sans trop de difficultés. Il y a un éventail dans l'épilepsie qui est vraiment énorme, d'où la difficulté à généraliser. Je me souviens de mes cours, c'est bon. La dernière question, c'est le pourcentage de patients qui viennent avec les yeux rouges. Est-ce que vous savez à peu près combien de patients sont consommateurs, vont rechercher Alors après, quand je parlais d'yeux rouges, c'est ceux qui le prennent à titre récréatif. Donc là, je pense qu'on doit être dans une proportion, pour ceux qui sont indépendants, assez similaire à ce qu'on trouve dans la population générale. Ni plus ni moins. L'épilepsie, c'est pas un gage d'être plus sérieux ou moins sérieux que les autres. C'est malheureusement et heureusement d'une certaine façon. Mais après, il y a aussi par contre beaucoup de gens qui en prennent, mais à visée thérapeutique, donc ils contrôlent leur dosage ou autre. Parce que par rapport à d'autres pathologies comme les douleurs, la sclérose en plaques ou autre, là l'épilepsie c'est un dosage constant, quotidien, même heure, même forme galénique, même fournisseur, Donc on n'est pas sur du palliatif, on est sur un soin pour prévenir l'arrivée de crise. Dans les épilepsies sévères, on va dire instables, vous pensez que la plupart des patients ont de toute façon déjà essayé le cannabis ou pas? Alors le cannabis thérapeutique, non, parce que c'est quand même encore pas simple d'accès malgré tout. Après, il faut avoir confiance en ce qu'on trouve sur Internet. Mais on en trouve de plus en plus. C'est vraiment de plus en plus. Les patients essayent la plupart du temps ou pas? Quand ils se posent la question, ils en parlent à leur neurologue. Enfin, nous, on les encourage à en parler à leur neurologue, quitte à ce que leur neurologue leur dise c'est pas une bonne idée, mais qu'au moins le neurologue soit au courant que la personne fasse ses tests. Mais tous n'en parlent pas, tous ne l'avouent pas, mais je me souviens qu'il y a un an, enfin même pas un an, quand il y avait eu la réunion du CSST en décembre, il y avait eu des journalistes qui nous avaient contactés pour avoir des témoignages. On avait eu du mal à trouver. Là, on a eu de nouveau des journalistes qui nous ont contactés pour avoir des témoignages. On n'a eu aucun mal à en trouver. Mais quand je dis aucun, c'est... il y a les attentes. Mais là, du coup, en plus, maintenant, on a même accès à des patients qui sont suivis avec l'idéal de ce qui devrait arriver en France, en Suisse ou dans d'autres pays, avec prescription faite par médecin, adaptation du traitement, dosage régulier, surveillance hépatique si nécessaire. Donc il y a vraiment tout l'accompagnement médical qui est là. Donc là, on a aussi des témoignages de gens pour lesquels et puis on a aussi des témoignages de gens pour lesquels ça marche pas. On a des témoignages de gens pour lesquels c'est négatif dans le sens c'est moins bon que quand, ça va moins bien que quand ils en prenaient pas. Et on a des témoignages de gens pour lesquels c'est positif. Donc c'est vraiment Mais après, je serais bien en peine de vous dire combien de patients ont réellement testé, et pas testé par curiosité, c'est-à-dire testé dans la durée. Il faut quand même quelques mois d'essai d'un médicament pour voir s'il fonctionne réellement. Merci. Dernière question, Sophie Crozier. Très rapidement, 2 points déjà. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que ça va être très important que ça soit des épileptologues et pas des neurologues généralistes pour ce type d'indication. Je pense que ça, c'est vraiment important. En tant que neurologue, je peux le dire. Je pense que je ne suis pas épileptologue, donc je sais que quand il y a une épilepsie un peu complexe, je confie à des spécialistes en épilepsie. Ça, c'est le premier point. Je pense que ça sera très important. Et aussi parce que c'est pas la même chose, à mon avis, que la prise en charge de la douleur. Effectivement, il faut avoir accès notamment à l'EEG très facilement pour pouvoir évaluer l'efficacité éventuelle ou peut-être des situations où au contraire il y aura une augmentation des crises. L'autre point, moi, encore une fois, je reviens sur le point très important, je pense, de la place des patients dits experts. On peut rediscuter sur ce que c'est, mais en tout cas, sur l'importance, moi, ça me paraît beaucoup plus clair là aujourd'hui, de pouvoir construire avec eux et pour eux, bien sûr, l'histoire du e-learning, mais je pense qu'il faudra quand même qu'on puisse s'appuyer aussi sur cette expertise-là.
Ça me semble vraiment important parce que tout ce qu'on entend, il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés à partir d'exemples individuels, indépendamment des études, bien sûr, qu'on a revu la littérature qui a été faite, mais je pense que ça sera important, notamment dans l'e-learning, puisqu'on va être sur une évaluation en pratique réelle, etc. Donc ça, je pense que c'est important. Vous l'avez dit, d'autres l'ont dit, mais bon, enfin, voilà, je pense qu'on va en reparler aujourd'hui. Et une question seulement, j'ai pas bien compris par rapport aux vous avez une réticence sur le fait qu'il puisse y avoir trop d'indications dans les épilepsies pharmacorésistantes. Est-ce que vous voulez mieux cadrer les choses? Quand vous dites par exemple que dans les épilepsies absence on n'a pas assez de données, est-ce que du coup vous n'êtes pas très favorable à ce qu'on fasse une expérimentation, ou au contraire qu'on la fasse justement dans le cadre de l'expérimentation à partir du moment où c'est très cadré? Je voulais juste que vous précisiez votre position par rapport au fait que, effectivement, la façon dont on l'a formulé, épilepsie sévère pharmacorésistante, ça pourrait être très ouvert en termes d'indication. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes favorable, pas favorable? À titre personnel, moi je suis favorable à ce que tous les patients qui soient volontaires pour le tester et qui rentrent dans qui pas de pathologie associée, traitement connu, épilepsie connue depuis suffisamment longtemps, puissent le tester. Parce que ne serait-ce que, même si on se rendait compte qu'au final ça ne marche pas dans leur forme d'épilepsie, c'est quand même une donnée importante à savoir. Parce qu'actuellement, si vous recherchez, vous tapez sur Internet, dans PubMed ou autres, toutes les publications, il y a peu de publications qui font une différence entre les différentes formes d'épilepsie, ce qui est un vrai problème. C'est parce que là, du coup, c'est aussi un frein pour les patients. Parce qu'accepter quelque chose, quand on a déjà essayé 5-6 traitements, que les 5-6 traitements nous sont achevés et qu'on reste à des doses minimales en espérant que ça fasse un minimum, mais que malgré tout, il n'y a rien qui marche réellement pour quand même 30% des patients. Même si on a une épilepsie qui est jugée comme pas sévère, si on est pharmacorésistant, le fait d'arriver à passer outre cette pharmacorésistance, ça normalise quand même beaucoup d'aspects de la vie, même pour les gens qui ont la vie la plus normale possible. C'est retour au permis de conduire, c'est des métiers qui sont fermés, qui se rouvrent. Il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'impact sur le fait d'être stabilisé par traitement. Donc pas le fermer à certaines formes d'épilepsie, vraiment, à partir du moment où quelqu'un est pharmacorésistant, s'il est volontaire pour rentrer dans ce protocole d'expérimentation, ok, très bien, et c'est tant mieux pour la NSM, ça vous apportera des chiffres supplémentaires qui vous permettront d'avancer plus vite. On ne va pas faire des tests pendant 10 ans. Le plus vite on aura le plus de chiffres possible, mieux ce sera. Quitte à ce que ce soit des chiffres qui ne soient pas bons. Moi, à titre personnel, on m'a fait tester des médicaments qui n'ont absolument aucun intérêt pour moi, justement parce que pour voir si justement il fallait voir si ces médicaments avaient un intérêt. Voilà, pourquoi est-ce qu'on l'a fait avec des médicaments issus de labos que je ne citerai pas, et pourquoi on ne le ferait pas avec ça. C'est exactement la même chose pour moi. Pour moi, c'est un médicament et rien d'autre. C'est pas un truc pour faire joujou, c'est pas du fun, c'est pas du flower power. C'est un médicament et rien d'autre. Mais ni plus ni moins. Merci beaucoup. On s'arrête là. Merci beaucoup pour cette contribution. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne journée. Merci, bonne journée à vous. On va continuer ces auditions en accueillant Madame Gilanton, qui représente l'Alliance Maladies Rares. Bonjour Madame, merci beaucoup de venir nous partager avec nous vos remarques, vos commentaires, vos critiques sur ce projet d'expérimentation. Bonjour et merci encore de me recevoir. Donc, je représente toujours l'Alliance Maladies Rares.
Par rapport aux associations que je vous avais présentées la dernière fois, il y a encore des associations qui se sont associées dans nos travaux de réflexion, et en particulier l'association Généris, qui est une association des maladies rares de l'œil, l'association ASAP, qui est l'association du syndrome de Crurarino, et puis la SVED, qui est l'association du syndrome des lèvres dans l'os. Donc effectivement, par rapport aux chiffres que je vous avais donnés la dernière fois de patients qui pouvaient être concernés, cela augmente le potentiel. Je vais vous faire juste un plan rapide de ma présentation. Je vais vous donner un avis général sur les travaux que vous avez faits, les points de satisfaction, les points de questionnement, et puis les craintes. Et puis rapidement, je vous passerai quatre patients de façon à illustrer la façon comment ces patients-là pourront ou pas rentrer dans l'expérimentation. Alors, pour ce qui est de l'avis général, je voudrais d'abord vous dire un grand merci. C'est un temps qu'on attendait depuis longtemps, vous voyez, l'émotion arrive, et surtout bravo, parce que merci pour le travail effectué par tout ce panel de spécialistes dont vous êtes, et vous avez beaucoup de choses à faire autrement. Merci à l'équipe technique aussi qui vous entoure au niveau de la NSM, et bravo parce que vous l'avez fait quand même dans un contexte parfois qui était, dans un climat qui était parfois délétère et partisan, qui a choqué nombre de patients. Effectivement, merci d'avoir tenté de dépassionner le débat, car nous parlons bien ici de cannabis à visée thérapeutique et rien d'autre en ce qui nous concerne. Nous avons noté, nous, le sérieux de la démarche, le nombre d'associations, de sociétés savantes, de producteurs, d'expérimentateurs à l'étranger que vous avez écouté. Cela répondait à une demande forte des patients, et d'autre part, vous tenez compte aussi des réticences de certains professionnels de santé, vous appuyant sur un volontariat. On ne pourra pas forcer des personnes qui ne veulent pas en entendre parler, donc c'est bien effectivement préciser des volontaires. Et puis, ça sort quand même du cadre des habitudes en ce qui concerne les procédures de mise sur le marché. C'est quand même un grand pas de côté de ne pas passer par le rat et compagnie pour arriver à une expérimentation chez l'homme. Et en fait, moi j'ai lu ça comme un programme de gestion des risques plus, je dirais. Bien sûr, je vais vous demander quelques éclaircissements sur les démarches et les possibilités des patients. Les questions ont été nombreuses depuis la semaine dernière, d'autant que vous êtes passé à la télé, que je suis passée à la télé. Donc effectivement, il y a eu j'ai eu énormément de questions et énormément de messages. Sur nos points de satisfaction, tout d'abord, effectivement, nous sommes très satisfaits que la mise à disposition sous forme de médicaments, bien sûr, mais sous forme de spectre complet, avec pas de forme fumée, puisque c'est ce que nous avions demandé, et des formes variées, à la fois en libération immédiate pour les cas parocystiques, dans la douleur en particulier, ou dans les spasticités, ou prolongées pour permettre effectivement une utilisation avec des effets rémanents, et qui vont permettre de répondre à beaucoup de diverses situations. On se pose une question, nous, sur les ratios que vous avez choisis sur les formulations concernant le THC. Et en fait, sur le CBD, on voit qu'il y a beaucoup de formes. Par contre, on note un grand écart entre le ratio 5 CBD, 20 THC, ce qui fait 1 sur 4, et le ratio suivant qui est 1 CBD sur 20 THC, et on se demande s'il ne serait pas intéressant d'avoir un ratio intermédiaire type 1 CBD 10 THC, 1 CBD 14 THC, pour avoir un peu plus de gap en fait, pas passer directement à 20. Donc avoir un petit peu un gap comme vous l'avez fait pour les ratios de CBD. Sur l'élargissement des indications sur la spasticité, là on vous remercie vraiment parce qu'effectivement au départ vous aviez parlé de spasticité dans les scléroses en plaques, et sans faire de concours de spasticité, il y a beaucoup de spasticité dans les lésions médulaires, dont et aussi non seulement dans les maladies, mais aussi dans les lésions médulaires par accident, et qui peuvent être concernées par cette indication. Donc merci d'avoir rajouté, d'avoir modifié, d'avoir fait cet élargissement. Sur la base du volontariat, bien sûr, les panels, on reste persuadé que si le panel de prescripteurs, ce sont des centres motivés, des médecins motivés, on aura des meilleurs suivis sur l'expérimentation, en particulier sur le registre, et donc plus de confiance pour la régulation future. Je pense que vous avez une démarche tout à fait établie dans ce sens-là.
Sur la titration, effectivement, on n'a pas de titration au tramadol, mais par contre, là, qu'on ait une adaptation à chaque patient de la bonne posologie au bon ratio, c'est pour nous très important. Sur les formations, notre demande est satisfaite aussi. Alors, une formation par e-learning, les formations peut-être... on est, nous, en contact aussi avec des médecins généralistes, donc les formations médicales continues sont quand même encore des groupes qui fonctionnent. Peut-être qu'il faudra en tenir compte à un moment donné pour les formations des généralistes. Peut-être aussi après l'e-learning en présentiel pour avoir un échange de bonnes pratiques, c'est pas inintéressant. Et puis effectivement, dans ces formations, non pas dans la formation, mais dans l'élaboration des programmes, ce qui est le rôle des patients experts, comme tels qu'ils sont déterminés au niveau de l'HAS, c'est peut-être intéressant d'y associer des patients. Pour le registre, bon, effectivement, il est nécessaire, à la fois pour le sérieux de l'expérimentation et des suivis des patients. Dans les maladies rares, on a l'habitude des registres, on a l'habitude des anonymisations des registres. On se demande juste si dans le registre, il sera prévu, hormis les symptômes que vous avez listés, d'avoir les pathologies pour pouvoir sortir ensuite, en ce qui concerne en tout cas les maladies rares, des données sur des petites cohortes, ce qui serait pour nous intéressant. C'est peut-être pas un énorme coût en termes de registre, mais ça pourra donner un très bon rendu sur les pathologies derrière. Voilà. Pour la dispensation au plus près après la stabilisation, c'est vrai que pour nous c'est important parce que la maladie rare ne choisit pas fatalement des villes, il y a aussi des villages et des campagnes, et que le patient puisse, une fois qu'il est stabilisé, aller chercher son traitement chez un pharmacien de ville, formé lui aussi bien sûr, est pour nous intéressant. Dans les contre-indications, bon, nous on dit titration égale sécurité, on a noté les contre-indications qui sont tout à fait classiques, et on se pose les interactions médicamenteuses dans les maladies rares. Effectivement, il peut y avoir des patients polymédicamentés selon les pathologies qu'ils ont, et c'est intéressant aussi dans les formations de faire d'avoir cette notion. Pour le suivi, la mise en place d'un recueil national et des recueils de données sur l'efficacité. Alors on se demande sur quelle publication, je suppose que vous ferez ça dans des publications reconnues, et l'adaptation des ratios à la fin ou en cours de l'expérimentation. Est-ce qu'à 6 mois, si vous voyez qu'il manque des ratios pour faire progresser la chose, il sera possible de rajouter des ratios pour affiner en quelque sorte. Alors moi, le calendrier, je l'ai trouvé raisonnable étant donné les enjeux. Je trouve même qu'il est ambitieux et qu'il va falloir... vous n'êtes pas au bout du travail parce qu'il va falloir un peu cravacher, parce que effectivement, rentrer un maximum de patients en 6 mois, déjà mettre en place la structure, toutes les structures en 6 mois, puis rentrer les patients en 6 mois, c'est ambitieux. Et je vous remercie vous êtes mis ce timing, mais effectivement, dans la discussion, on verra qu'il est nécessaire. Et puis la communication, moi je dirais qu'elle est nécessaire plus, à la fois au niveau des médecins, parce qu'il y a encore beaucoup de médecins qui n'ont pas compris, et d'ailleurs, et des éminents apparemment, puisque on a vu une académie qui ne semble pas avoir lu les premières lignes de votre donnée, et auprès du grand public aussi, et auprès du public des jeunes. Expliquer quand même que ce sont des médicaments et que ce ne sont pas d'autres choses, de la même façon qu'ils ne prennent pas les médicaments de leurs grands-parents ou de leurs parents. Il n'y a pas de raison qu'ils prennent ces médicaments-là pour eux, que ça n'a rien à voir. Voilà, alors dans les points de questionnement, on s'est posé la question comment allaient être déterminés les médecins et les centres volontaires, les spécialités concernées, et est-ce que, pour ce qui est de la douleur, est-ce que les centres antidouleurs privés, publics bien sûr, et privés vont être concernés? Nous avons beaucoup de patients qui se font suivre dans des cliniques qui ont des centres antidouleurs parce qu'il y a des délais énormes hier j'ai eu un patient qui m'a dit qu'il avait 11 mois d'attente, il a déjà fait 2 tentatives de suicide, donc j'espère qu'il va tenir jusque-là. Donc c'est important. Et donc du coup, les centres de la douleur des cliniques privées reçoivent quand même beaucoup de patients aujourd'hui, et ce serait peut-être intéressant aussi de les motiver. Et puis nous, on se pose bien sûr la question des centres de référence maladies rares, parce qu'il y a des spécialités, et typiquement pour ce qui est des pathologies
que je représente moi personnellement, la syringomyélite, sont des neurochirurgiens qui nous suivent. Donc ce ne sont pas des spécialités qui sont listées jusque-là. Et puis bien sûr, quid des déserts médicaux, c'est toujours un petit peu aussi notre questionnement. Il y a des centres antidouleurs dans des petites villes ou dans des centres de rééducation fonctionnelle qui sont un petit peu dans des centres éloignés. Eux aussi seront sans doute à motiver. Dans la douleur, on s'est demandé pourquoi vous aviez reciblé sur la douleur neuropathique réfractaire, alors qu'au départ c'était sur les douleurs réfractaires. Et puis on se pose la question de la dernière intention. Dans la douleur, on se demande ce que c'est que la dernière intention. Parce que selon les régions, selon les centres, selon les médecins, même dans un même centre, la dernière intention n'est pas la même. On a en ce moment une vague de cure de kétamine de façon flagrante dans certains endroits. La semaine dernière, il y a 3 patients syringomyéliques, et la syringomyélie est quand même une maladie rare, qui étaient en cure de kétamine, qui ont commencé des cures de kétamine. C'était très ciblé sur un endroit. Il y a... alors on se pose la question, est-ce qu'il faut être réfractaire aux opioïdes, réfractaire aux gabapentinoïdes, en sachant que est-ce qu'il faut attendre d'avoir pris les 15 kilos avant de se dire qu'on est réfractaire, est-ce qu'il faut avoir subi les cures de kétamine, parce que tout le monde ne veut pas être anesthésié en sachant que derrière ça revient de toute façon. Et puis les traitements sont très différents aussi selon les départements, puisque la RTMS, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas pris en charge dans beaucoup de départements à l'heure actuelle, donc il n'y a pas des machines partout. Et idem pour l'hypnose, les patients effectivement ne peuvent pas faire d'hypnose parce que ce n'est pas pris en charge partout et n'en ont pas les moyens. Dans la spasticité, même question, quelle est la dernière intention? Est-ce que c'est avant le Botox, dont on sait qu'il est contraignant, qu'il est cher, qu'il est difficile à obtenir puisqu'il y a une limitation, dont on ne connaît pas les effets secondaires à long terme, et avant les benzodiazépines à forte dose, et ça c'est en particulier dans les atrophies multisystématisées, dans les dystonies qu'a été posée la question, parce que certains patients ont des injections de Botox de tous les mois à tous les 3 mois, et c'est à peu près 18 000 patients qui sont injectés en France à l'heure actuelle dans les dystonies. Pour la formation, on se posait aussi la question quid des formations, présence de patients experts. Moi, je vois que ça a été déjà dit précédemment, en sachant bien sûr que le patient expert est là pour orienter. Le rôle du patient expert est de participer à la programmation et non pas d'aller parler aux patients individuellement. C'est vraiment, ça peut apporter un plus quand même, un plus important même. Voilà. Quelle valorisation pour les médecins qui seront formés? Quelle vérification des connaissances des acquis, y compris effectivement dans les formations qui pourraient être faites aux patients sur leurs croyances, les croyances qui ont parfois de la vie dure, et puis la création d'un module FMC pour les FMC serait peut-être intéressant, et en particulier pour les déserts médicaux, parce que ce sont encore des groupes qui sont très actifs dans les campagnes. Autrement, sur le registre, je vous en parlais tout à l'heure, un item sur la pathologie, c'est intéressant pour mutualiser en fait l'outil afin de donner des données rétrospectives à la fois sur les symptômes mais aussi sur les maladies à l'origine des symptômes. Et pour la communication, je pense que là aussi les patients peuvent être force de proposition, avec une communication pour les médecins, mais aussi une communication pour le grand public, pour le public jeune, et que les patients là peuvent même avoir un rôle dans ce qui va être fait dans la communication. Ça peut avoir un impact. Ce que dit le médecin est important. Ce que dit une mère ou un père ou une grand-mère ou un grand-père peut être aussi très important sur l'éducation qu'on peut faire à ces jeunes publics. Et eux-mêmes peuvent faire l'éducation. On peut leur apprendre à être vigilants par rapport à leur entourage, par exemple. Alors, nous aussi, ce qu'on se pose, est-ce qu'en parallèle, il peut y avoir des possibilités de recherche sur d'autres pathologies rares, en parallèle complètement de l'expérimentation et avec d'autres financements complètement différents, en particulier dans les maladies sur des petits cohortes. Ça a été demandé ça par les maladies donc l'aniridie, le Peters, Anselfeld, Reger, excusez-moi mais je connais, les prononciations sont peut-être pas très bonnes. En fait tout ça ce sont des maladies rares ophtalmiques et qui ont des hypertensions oculaires et des glaucomes. On a aussi, bien sûr, la maladie de Dravet, mais peut-être que Épilepsie France en a parlé avant. Et puis, dans certaines maladies, aussi avec des épilepsies, en particulier dans les maladies mitochondriales. Voilà
un petit peu quels étaient nos questionnements. Maintenant, pour les craintes, je vais vous redire, je passe pas à mesure. Hein. Pour les craintes, je vais vous redire bravo pour votre courage et de votre détermination. Il en fallait du courage, et maintenant, bon, ça s'adresse pas trop à vous, mais c'est quand même à ce que j'ai passé. Les travaux du CSST ont mis en avant un intérêt pour le cannabis thérapeutique, un intérêt pour les malades dans le cannabis thérapeutique. Et on voit, et au travers de toutes les questions que je reçois, et pas que des patients souffrant de maladies rares, que des patients espèrent beaucoup sur la pathologie. Ma première crainte, c'est qu'il y ait un retard à la décision politique de modifier l'article R 513-86 du Code de la santé, et que cela retarde l'expérimentation. La deuxième crainte, c'est qu'il y ait un manque d'adhésion des médecins, par méconnaissance, parce qu'on a vu quand même beaucoup de médecins qui parlaient ces derniers temps de choses qu'ils ne connaissaient pas, ou par idéologie, et des pharmaciens. Donc, importance effectivement de la motivation. Et la troisième crainte, c'est que le champ soit trop restreint sur les maladies rares, avec la nécessité... alors nous, là, ça va être le rôle des associations, de motiver nos centres de maladies rares à devenir volontaires, si c'est possible. La conséquence de ça serait l'augmentation de l'usage illégal et la création d'une espèce de marché gris, hein, qui serait ni noir ni blanc, et en particulier un marché cher à l'étranger. Donc la seule solution, c'est de tenir le timing prévu. Bon courage à vous. Et surtout qu'il y ait un bon courage politique. Enfin, M. Véran, j'ai écouté son intervention tout à l'heure, semble aller dans ce sens-là, mais qu'au-delà, au niveau du gouvernement, le courage politique se fasse sentir très rapidement après le dépôt de votre projet. Je vous remercie de votre écoute. J'ai 4 situations très pratiques à vous donner. Dans les spasticités, là, par exemple, c'est une patiente de cas, c'est des cas cliniques, mais qui regroupent beaucoup de questions que j'ai eues. Une patiente souffrant de 40 ans, souffrant de torticolis spasmodique, hein, dystonie cervicale. Elle a des injections de Botox et de benzodiazépine. Donc ça, c'est une pathologie qui concerne 25 000 personnes en France, et 15 000 reçoivent des injections de Botox, peut-être 18 000 même, disait-on au dernier chiffre. C'est contraignant, c'est une injection par mois, c'est cher. Le coût de l'injection est de 367 €, 13 même, sans compter bien sûr le VSL. C'est douloureux. Il y a une incertitude à terme sur les conséquences des injections de la toxine botulique, des problèmes de mémoire liés aux benzodiazépines. Comment ce patient va pouvoir-t-il rentrer dans l'expérimentation? Dans les douleurs neuropathiques, une personne typique, alors c'est un cas qui est vrai, mais j'ai eu un deuxième cas du même type, patiente 48 ans, douleurs neuropathiques sévères, fibromyalgie, cancer de la thyroïde, suspicion de maladie rare sans diagnostic, comme beaucoup de maladies rares, plus des hernies discales suite à un accident. C'est un cadre de santé, donc c'est à noter, et elle habite une petite ville d'Aquitaine. Elle visite un centre antidouleur qui a fait un état des lieux sur son cas il y a 8 ans, elle n'a jamais pu eu de rendez-vous. Elle a eu des traitements anciens, dont une hospitalisation en addictologie, sous morphine injectable sans résultat, Valium, sous oxycontin, sous oxynorme. Les traitements actuels, c'est du Laroxyl à 75 mg par jour, du Valium à 40 mg par jour en 4 prises, de l'Exprime, 8 à 10 comprimés par jour, du Tramadol de 50 à 100 mg, sinon elle ne peut pas se lever à 4 h du matin. Elle est toujours très douloureuse et elle rajoute 4 Stilnox par jour. Elle est cadre de santé. Cela explique qu'elle peut se fournir des choses. Comment peut-elle être admise à rentrer dans l'expérimentation? C'est une question qu'on se pose puisqu'elle n'est actuellement pas suivie par un centre antidouleur. Ça peut être aussi le cas d'un homme syringomyélique qui consomme actuellement du CBD, qu'il soulage bien, il est réfractaire autrement à tout traitement, il souffre effectivement, il est tétraplégique, il souffre de douleurs neuropathiques et de spasticité, il est suivi en kinésithérapie, il a eu les TENS, rien ne fonctionne, et il est suivi par un MPR. Donc effectivement, les médecines de rééducation fonctionnelle, on pense aussi qu'ils ont un rôle à jouer dans cette expérimentation. Pourra-t-il être inclus dans l'expérimentation? Et dernier cas, Monsieur B. Alors j'ai eu énormément d'appels de personnes très âgées. Monsieur B a 89 ans, il souffre d'un cancer rare de la face. Il habite en Bretagne, dans une toute petite ville. Il est réfractaire à tout traitement, il a des douleurs intenses, il est suivi par un CHR en médecine interne, en gériatrie. Il a été suivi par de multiples médecins. Comment faire pour qu'il soit inclus dans l'expérimentation? Voilà 4 cas cliniques que je vous soumets. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, madame, pour ces commentaires et ces propositions aussi. On regarde ces commentaires. Alors je passe la parole aux membres du comité pour échanger avec vous, Yvon Krakowski, puis Béchia Jaria. Et puis Marie.
l'information et de la réticence de certains médecins qui pourraient poser problème, parce qu'on pourrait ne pas avoir d'appétence sur les contraintes qui leur sont demandées. La formation, pour vous, ça concerne bien les pharmaciens qui vont délivrer le médicament et les médecins généralistes, en plus du prescripteur. En plus des prescripteurs, bien sûr. Les trois vous semblent devoir se soumettre à cette formation. Je crois que c'est pas possible sinon, parce qu'il y a quand même de multiples ratios. Il faut aussi expliquer les interactions médicamenteuses, parce qu'il va falloir aussi en tenir compte. Pour moi, c'est pas possible que toute personne qui prescrit du cannabis à visée thérapeutique ne soit pas formée. Parce qu'il faut quand même il faut que la prescription soit faite de façon idéale, de façon à avoir les résultats idéaux. Donc effectivement, c'est important. Oui. Dans le même ordre d'idée, la problématique pour les patients, je vais dire dans nos campagnes, un pharmacien isolé, etc., qui ne voudrait pas se lancer dans cette formation, vous avez des idées pour l'inciter à... Alors, je pense que la plupart adhéreront parce qu'ils sont proches de leurs patients, ils ont envie de servir, mais... Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est quand même, enfin je pense que vous le savez parce que vous êtes des soignants, que le médecin est très mal à l'aise par rapport à un patient qu'on n'arrive pas à soigner. C'est une grosse souffrance pour le médecin que d'avoir un patient qu'il n'arrive pas à soigner. C'est dur, autant la douleur imminente, on l'entend, mais la douleur chronique, c'est épouvantable à entendre, enfin moi, à mon avis. Donc effectivement, il y a multiples façons de former. D'abord là, à l'automne, tous les congrès de ces gens-là, il faut qu'il y ait un module cannabis à visée thérapeutique. Il risque d'avoir quand même beaucoup de personnes intéressées. Moi, je rencontre de par mon entourage, des pharmaciens de campagne. Je pense que ce sont peut-être les plus intéressés, en fait. On va avoir des surprises. Les Parisiens, ils seront peut-être moins. Donc, effectivement, alors il y a l'e-learning. Alors, il faut qu'ils aient le temps, en particulier les médecins généralistes et les déserts médicaux. Mais ça peut être une bonne solution. Il y a des e-learning qui sont déjà élaborés, qui sont intéressants. Et ensuite, les congrès. Les journaux médicaux. Les journaux médicaux aussi, bien sûr. Tout ce qui peut... Enfin, je crois que la communication doit être multifactorielle. Il y a pour les pharmaciens une radio sur laquelle j'ai été interviewée d'ailleurs, qui s'appelle Pharma Radio, et qui peut être aussi intéressée à faire ces informations. Et Chajaria ? Oui, merci beaucoup vraiment pour votre travail et votre grande énergie, on va dire. En fait, je voulais répondre un petit peu à certains de vos questionnements. Si on peut revenir sur votre diapositive de questionnement. Oui, d'accord. Alors attendez, c'est là. Du coup, il faut que j'aille de l'autre sens peut-être. Hop. Voilà. Oui. Dans le cas de la douleur, les raisons pour lesquelles nous avons retenu surtout les douleurs neuropathiques, elles sont de deux ordres. Premièrement, c'est là où il y a le plus de preuves scientifiques. Et le professeur Nadine Attal nous a vraiment rappelé cela de manière suffisamment claire. Deuxièmement, c'est vrai que ce sont aussi les douleurs qui relèvent qui nous amènent le plus de défis lors du soin, à vrai dire. Donc, elles sont peut-être les plus à même, en tout cas, dans un premier temps, de relever d'une approche par un cannabis à visée thérapeutique. Par exemple, il n'y a aucune évidence aujourd'hui qu'une lombalgie chronique puisse être soulagée, pour parler d'une douleur chronique très fréquente dans la population générale, par les cannabinoïdes ou par la plante cannabis. Vous faites bien d'interroger sur la dernière intention. C'est vrai qu'elle est variable, c'est-à-dire qu'autant il y a des recommandations qui s'affinent au fil du temps sur la première ligne thérapeutique, la deuxième, la troisième dans les douleurs neuropathiques. Dans la pratique quotidienne, c'est pas toujours exactement dans cet ordre, et il peut y avoir des fluctuations. Les opioïdes, en théorie, au jour d'aujourd'hui, ne devraient pas avoir une place, ou alors très faible, dans les douleurs neuropathiques, ça c'est sûr. Et nous essayons toujours de passer ce message parce que dans la pratique, il y a beaucoup de patients avec des douleurs neuropathiques qui ont des opioïdes à des doses importantes, parfois pas toujours de manière justifiée. Et prescrite par des centres antidouleurs. Oui, absolument. Alors, donc, centre antidouleur, entendons-nous bien, il y a le mot générique, c'est-à-dire structure douleur, et puis le label centre.
qui est un label spécifique, ministériel, qui concerne un faible nombre, à vrai dire. Et c'est vrai que pour le moment, on a plutôt préféré, et Serge Perrault a pas mal plaidé dans ce sens, de dire que les centres antidouleurs soient en première ligne, c'est-à-dire les structures de douleur qui ont le label, la labellisation centre. L'une des raisons, c'est que les centres antidouleurs, en théorie, ont plus de moyens pour faire l'évaluation qui vient avec l'expérimentation. Et on sait très bien, vous le dites très bien, hein, les structures de douleur en France, il n'y en a pas assez, elles sont largement sous-dotées, il y a très peu de moyens humains et matériels, ce qui amène à des rendez-vous parfois de 1 an, ce qui paraît complètement hallucinant pour des patients à 2 doigts de se suicider, comme vous l'avez bien résumé. Mais raison de plus, une structure qui est déjà en difficulté, lui demander de faire une évaluation en plus, c'est pas évident. Donc ça ne veut pas dire qu'à terme ce soit cantonné uniquement aux structures de douleur labellisées centres, hein, mais dans le cadre d'une expérimentation où l'évaluation va être très importante à mener en parallèle, il n'est pas évident de demander à des structures sous-dotées en plus de réaliser cette évaluation qui nécessite du temps, des moyens, etc., etc. Voilà. Bon, après, il se pose la question du volontariat qui a été évoqué. Et de savoir comment on devra gérer cette question de volontariat, enfin comment on devra être géré, pas nous, enfin comment on devra être vraiment comprise cette notion de volontariat, parce qu'on peut imaginer que des sociétés savantes proposent des structures, puisqu'elles sont là aussi dans un rôle de pilotage de ces différentes structures, mais que fait-on d'autres structures, peut-être privées, par exemple, qui pourraient se porter volontaires? C'est ça la question. Et après tout, si elle se porte volontaire et qu'on a dit que c'était sur la base du volontariat, comment peut-on intégrer les choses? Mais ça montre les limites aussi de nos propositions. Enfin, en tout cas, ça montre qu'il va falloir aller plus loin derrière les mots et de savoir vraiment ce qu'il faut entendre. Mais c'est l'intérêt de vos remarques, bien entendu. Laure Copé. C'est juste pour rebondir, je peux donner l'exemple de ce qu'a fait l'ASFAP, où effectivement c'est vraiment l'idée du volontariat qui a dominé la proposition là, qui a été faite aux équipes. Toutes les équipes de soins palliatifs, c'est des équipes multidisciplinaires, donc c'était considéré comme étant potentiellement des candidats. Et on leur a envoyé une proposition d'être candidat pour participer à cette expérimentation. Et on a été content de voir qu'il y en avait dans toutes les régions de France et du coup, effectivement, si on en a là bientôt 50 et en tout cas qui représentent bien tout le territoire français, on se dit au moins ce sera des gens volontaires. Voilà. Donc pour commencer une expérimentation, si on veut qu'elle soit de qualité, le volontariat nous semble être quand même important et de forcer des centres peut-être experts mais qui auraient des réticences ou qui ont en ce moment d'autres chats à fouetter parce qu'une autre volonté actuelle, ça ne semblait pas une bonne idée. Donc je trouve que l'idée de proposer assez largement à des centres dont on considère qu'ils ont en tout cas au minimum les ressources potentielles, mais après de s'appuyer pour ces 6 mois, ça va être court comme vous l'avez dit, donc c'est que 6 mois, il faut que ce soit des gens volontaires, je trouve que c'est quelque chose qui devrait bien fonctionner. Et puis effectivement, c'est sûr qu'il y aura des endroits où ce sera un peu plus compliqué d'y avoir accès, mais il faudra juste qu'on puisse vraiment nommer qui sont ces centres experts et qu'ils soient très transparents. Et vous avez 6 mois pour le faire. Ne mettez pas plus de pression. Enfin, nous, nos travaux s'achèvent très bientôt. Hein. On a presque pas fait le plus dur, mais presque. Il y avait Marie Geoffrey, puis ensuite Georges. Je voulais vous remercier également pour votre intervention et votre engagement, parce que si on a pris cette décision, c'est parce qu'on s'est appuyé sur la littérature, mais également sur l'expérience des patients. Donc, moi, j'avais en fait au départ une question, mais qui devient presque plus un commentaire, parce que cette question a été pas mal abordée par mes collègues, mais je pense que c'est quelque chose, alors je ne sais pas pourquoi ça siffle, mais c'est quelque chose d'extrêmement important qui est ressorti beaucoup dans votre intervention. C'est la question à la fois effectivement des... Ah oui, il faut que vous vous éteigniez. La question des réticences éventuelles des médecins à prescrire. Et c'est vrai que pour le moment, on n'a pas trop d'idées là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'on
on imagine des choses, mais on n'a pas trop d'idées. Donc j'avais une question là-dessus, c'est-à-dire que selon vous, par rapport à l'expérience que les patients qui font partie de votre association ont, est-ce qu'il y a déjà un dialogue qui a été mis en place avec des médecins et quelles sont vos impressions là-dessus? Donc ça, c'était ma première question. Et ensuite, ce que je me disais, c'est qu'il est vraiment important pour nous d'essayer de voir comment on peut s'appuyer sur l'expérience et les témoignages des patients pour convaincre les médecins prescripteurs. Donc il va falloir qu'on imagine des formes de médiation, des moyens pour que l'expérience des patients puisse être transmise à des médecins qui seraient éventuellement réfractaires, même si je suis tout à fait consciente que c'est très important qu'ils soient volontaires. Hein. Mais pour faire en sorte qu'ils soient volontaires, on peut aussi les sensibiliser et leur montrer les bénéfices qu'ils peuvent avoir à prescrire. Ça, c'était la première chose. Et alors la deuxième chose, c'est la question des inégalités territoriales. Je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur cette question-là, sur la question des inégalités territoriales, parce que si on est effectivement uniquement sur la base du volontariat, il va y avoir des inégalités territoriales. Et au vu des témoignages qu'on a pu entendre alors, de votre part ou d'autres associations de patients, on voit en fait que la proposition du cannabis thérapeutique va permettre à certains patients d'éviter de prendre des traitements pour lesquels il peut y avoir des risques ou qui ne sont pas véritablement évalués. Et donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on trouve des moyens pour limiter, alors je ne sais pas comment, alors sans introduire trop de contraintes, mais la question des inégalités territoriales. Alors, pour ce qui est des réactions des médecins, moi, il se fait que je suis très proche du milieu médical, par mon entourage familial. Je m'aperçois que en un repas, je les retourne. C'est-à-dire que certains arrivent avec l'idée, c'est la fumette, voilà, et il suffit d'expliquer que non, c'est pas la fumette, mais que voilà, il y a des études à l'étranger et qu'il s'agit sur l'expérimentation française, en quelque sorte, de valoriser ce qui est déjà fait et voire d'avoir des choses encore plus affinées. Effectivement, les médecins à ce moment-là peuvent être, à part effectivement, on aura toujours, mais vous savez, pour tous les médicaments, on a toujours 20% des réticents complets. Donc je crois que c'est un manque d'explication. J'ai eu aussi quelques accrochages sur les réseaux sociaux avec quelques médecins qui n'ont pas pour ça changé leur opinion, mais je crois effectivement que c'est un manque d'explication. D'une part, parce qu'ils sont en manque d'information, parce qu'ils n'ont pas le temps d'avoir l'information. C'est pour ça que je parlais des FMC, parce que je connais bien ce milieu-là. Et que s'il y avait un module FMC, éventuellement, avec des spécialistes, du cannabis, pas des patients, hein, je parle de médecins de la douleur, ou de médecins épileptologues ou neurologues sur chaque département, c'est une façon aussi de bien porter la chose. Après, il va y avoir la question des patients qui vont être mis qui vont être mis sous traitement par un spécialiste, et il va falloir que son médecin généraliste derrière adhère. Donc là aussi, il va y avoir effectivement une médiation, un dialogue pour voir. Cela dit, c'est comme dans tous les médicaments, on est très habitué dans les maladies rares, hein, il suffit qu'un médecin ait une fois un cas de maladie rare, il va en retrouver un deuxième dans sa clientèle. Enfin, c'est notre cas dans la malformation de Chiari en particulier, hein, nous c'est typique. Donc je dirais que s'il a un patient, ce médecin-là, qui est amélioré, il sera bien plus éveillé, non pas à prescrire en première intention, puisqu'il ne pourra pas, ce médecin généraliste, mais à dire à des patients d'aller vers les centres de traitement de la douleur ou autres, hein, centres de rééducation fonctionnelle et tout ça, qui seront volontaires. Donc le volontariat, effectivement, est important. Moi, j'ai assez confiance, en fait. Je sais qu'il faut toujours du temps, hein, c'est l'adaptation au changement. Donc il faut toujours du temps pour pouvoir dire j'ai pensé ça pendant 10 ans. Moi je suis typiquement le cas, parce que pendant 20 ans, et même plus que ça, parce que j'ai des enfants de 40 ans, j'ai fait la guerre au cannabis dans ma famille. Et le jour où j'ai changé d'avis, c'est parce que je l'ai utilisé, parce qu'on m'a forcé à l'utiliser, que j'ai vu que ça marchait. Donc effectivement, on dit qu'il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis, et je pense que parmi les médecins, quand même, il y a beaucoup qui ne sont pas des imbéciles. Une grande majorité. Presque l'unanimité.
Des médecins, c'est ça? Ouais. Alors, juste pour passer la parole à Georges Brousse, vous êtes d'accord pour que le circuit de prescription soit plutôt instauration dans des services spécialisés par les situations cliniques concernées pour ensuite un relais en médecine générale, ou vous êtes plutôt en faveur d'une primo-prescription aussi en médecine que je qualifierais de ville, médecine générale ou autre? Dans les maladies rares, on a différents types de pathologies. Donc effectivement, quand un patient est suivi, par exemple pour des neuropathies périphériques, il a déjà des traitements qui sont en place, et qu'un médecin généraliste vienne ajouter un cannabis à visée thérapeutique sur ses prescriptions sans que le centre de référence ne soit ça me semble un peu illogique. Par contre, dans les douleurs neuropathiques typiquement du syringomyélique ancien qui n'a pas vu son centre de référence depuis 10 ans et qui est suivi par son médecin généraliste depuis 10 ans, qui n'a plus non plus, c'est le cas de cette dame, de contact avec son centre antidouleur et qui, de plus, prend déjà du cannabis, effectivement, un médecin formé, alors là, ça sera au patient de motiver son médecin, auquel cas, à se former. Hein, parce que de façon à ce qu'il sorte du marché illégal. C'est un petit peu ça. C'est Georges Brousse, une dernière question. Merci pour votre engagement et votre témoignage une nouvelle fois. J'ai une question. Parmi les patients que vous avez dans les forums, ceux qui prennent déjà du cannabis et qui sont soulagés par ce cannabis, est-ce que vous pensez qu'ils vont faire la démarche d'aller dans les centres pour se voir prescrire du cannabis, ou finalement ils vont se dire je suis soulagé, je suis bien, est-ce que je prends le risque d'aller voir un médecin qui va me prescrire un traitement dont finalement, il n'aura pas encore tout à fait les tenants et les aboutissants? Alors, j'ai une expérience là-dessus, puisque nous avons une patiente souffrant d'une maladie rare et qui en plus a eu un cancer du poumon. Et elle était sous morphinique à très forte dose, et avec effectivement aussi gabapentine et compagnie, et vraiment pas soulagée du tout. Et c'est sa mère qui me contacte. Sa mère qui a presque 70 ans, la personne plus de 40 ans. Et elle limite un peu ma façon de faire qui est passée à la télévision et elle prend du cannabis et elle est soulagée. Elle va voir son médecin du centre antidouleur. Elle avait déjà eu le Marinol, sur lequel elle avait été très malade et qui n'avait pas donné d'effet. Et là, elle est soulagée. Elle va voir son médecin du centre antidouleur qui lui dit « Vous viendrez me voir quand vous aurez besoin d'un sevrage » parce que c'est vraiment... Qu'est-ce que va faire cette patiente puisque son médecin centre antidouleur lui dit « Le cannabis, c'est addictif ». Il ne se pose pas la question de l'addiction à la morphine. Elle a donc réussi à diminuer sa morphine et encore mieux, elle a recommencé à sourire. Ce qui, pour nous patients qui sommes dans la douleur, est un élément important. Donc effectivement, voilà un type de cas où comment elle fait pour avoir du cannabis si son médecin est réticent. Son médecin prescripteur de la douleur qui la suit depuis longtemps est réticent. On a quelques médecins de la douleur réticents, on le sait. Allez, dernière, Laure. Non, mais c'est pareil, c'est juste pour rebondir. Mais en fait, je reprends l'exemple qui s'est passé dans les structures de soins palliatifs. Donc, il y a à peu près 400 structures de soins palliatifs et on a envoyé un appel, un appel d'offres, entre guillemets. Au départ, la direction de l'ASPAP avait imaginé qu'il fallait plutôt prendre les centres où il y a des professeurs associés, en se disant que si on voulait quelque chose de très structuré, etc. Bizarrement, et je trouve ça plutôt chouette, enfin moi je suis assez fière de la réponse qu'ont fait les professionnels de soins palliatifs, c'est que finalement, c'est pas tellement les professeurs ou les centres où il y a un professeur qui ont répondu, c'est des centres extrêmement variés, donc, et pour le coup très bien répartis sur le territoire, donc c'est ça qui va peut-être de rassurer, mais en tout cas, effectivement, je me dis que c'est quand même mieux de prendre une petite équipe qui est effectivement peut-être dans une clinique privée, mais qui a l'air d'être motivée, plutôt que de prendre un professeur schmoldu qui, en fait, en ce moment, il a autre chose comme préoccupation dans sa tête. Et si ça doit être des gens qui doivent motiver et effectivement faire un peu évoluer les mentalités, c'est plutôt sur cela qu'on va pouvoir se positionner. Et effectivement, cette expérimentation, on espère qu'elle ne va pas durer trop longtemps et qu'après, les autres vont suivre. Mais voilà, moi, j'ai quand même... finalement, je trouve qu'il faut être un peu optimiste et au fond, ce qui s'est passé là, franchement,
j'étais un peu inquiète, hein, on est un peu frileux en soins palliatifs, des fois un peu dogmatique, et bon bref, j'ai trouvé que la réponse avait été rapide, dynamique, variée, et au fond c'est exactement ça ce dont on a envie, d'avoir des centres qui représentent tout le territoire, toutes les formes de pratique de la spécialité, et pas forcément effectivement les grands ponts qui ont leurs idées un petit peu ancrées, et qui vont évoluer, parce qu'ils vont évoluer, mais peut-être pas tout de suite, voilà. Oui, ce que vous dites là est tout à fait intéressant. Effectivement, le problème, et vous le connaissez, c'est d'être confronté à la douleur du patient. Et je crois qu'il n'y a rien de pire pour un médecin d'être confronté à une douleur du patient auquel il ne peut pas répondre. Moi, j'ai eu quelques réflexions d'urgentistes qui m'ont dit, moi ça m'arrive de dire à un patient dans l'oreille qui est en fin de vie et qu'on m'amène parce qu'il est très douloureux et qu'est-ce que je lui fais de la morphine mais il va ressortir, de lui glisser, vous n'avez pas quelqu'un qui a du cannabis dans votre famille. Parce que, et là, effectivement, les patients les médecins qui sont au plus près des patients, je pense qu'ils vont être motivés. Après, il peut y avoir des résistances personnelles, parce que des histoires personnelles dans les patientèles. Mais moi, j'ai assez espoir quand même. Je crois qu'il y a beaucoup d'humanité quand même chez les médecins. On l'espère. Merci beaucoup. On s'arrête là. Merci pour ces échanges. Merci pour vos commentaires et vos propositions.